Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre. Avec Johan et Mika, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce 11e épisode avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique. Bonjour messieurs. Salut Eric. Salut Eric. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je voulais simplement vous dire quelques mots sur le podcast, justement. Alors, on est assez content parce qu'il progresse régulièrement, il continue à progresser. On a dépassé les 30 000 écoutes pour quelque chose qui finalement a été lancé il y a à peine 6 mois. Donc, c'est positif et on tenait vraiment à vous remercier de venir à ce petit rendez-vous de façon régulière. On a des nouveautés qui vont arriver dans ce podcast. Je l'avais déjà un petit peu évoqué, donc je garde encore la surprise, mais on va avoir de nouvelles rubriques qui vont un petit peu venir, pas remplacer, mais compléter les rubriques actuelles. Vous en saurez plus prochainement. Et puis, les sites du média continuent à progresser aussi, notamment Automobile Propre, qui continue dans sa lancée de progression d'audience très régulière et solide. Et puis, une équipe aussi qui s'étoffe régulièrement et donc beaucoup de belles choses et beaucoup de plaisir à travailler avec l'équipe. Voilà, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Sans plus attendre, le sommaire de cet épisode, pendant que je coupe le son de mon téléphone. Alors, Ford qui détaille la recharge inversée de son gros pick-up électrique F-150 Lightning. On reviendra aussi sur l'hybride rechargeable et les avantages qu'il présente aujourd'hui qui pourraient éventuellement être revus par la législation, en fait, par la réglementation. Et puis, une question, on va dire un feuilleton, en fait, les problèmes d'autopilot que rencontrent certains conducteurs de Tesla. Et notamment, on verra ce qu'il en retourne exactement en termes de freinage, ce qu'on appelle les freinages frontaux. La rubrique Le Focus, cette fois-ci, on reviendra sur la voiture, ou plutôt on viendra, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, sur la voiture électrique d'occasion. C'est un sujet qui est encore assez peu abordé, parce que le thème est assez récent, on verra de quoi il retourne. Et puis enfin, la question technique à domicile. Est-ce qu'il vaut mieux s'équiper d'une prise domestique, d'une prise renforcée ou d'une wallbox? Quel serait le meilleur choix? Cet épisode est sponsorisé par MrEV.com, boutique en ligne d'accessoires de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sur MrEV.com, vous trouverez toutes les solutions de recharge adaptées à votre véhicule électrique, notamment des câbles de recharge à la longueur personnalisée, ainsi que des bornes de recharge fixes ou mobiles. Si vous avez besoin de conseils, les experts de MrEV.com vous répondent par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mr-ev.com. Donc, Ford détaille la recharge inversée de son F-150 Lightning. Alors, le F-150 Lightning, c'est ce gros pick-up en version électrique que Ford a annoncé l'an dernier. Alors, simplement pour vous mettre un petit peu de contexte, vous connaissez peut-être, parce que Ford construit plus exactement depuis de nombreuses décennies un gros pick-up, le F-150, qui est non seulement la voiture la plus vendue aux US, mais qui a même été à une époque la voiture la plus vendue dans le monde, ce qui paraît étonnant parce qu'elle est totalement ou pratiquement inconnue dans nos contrées. Et donc Ford a annoncé la déclinaison 100% électrique de ce petit monstre dont la production vient de commencer. Donc ça, on le savait depuis longtemps. On sait aussi que c'est un véhicule qui rencontre, dans les précommandes, rencontre énormément de succès, beaucoup plus que prévu. Et là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que Ford vient de dévoiler, Johan, la façon dont va fonctionner la charge bidirectionnelle. Alors, en quoi ça consiste exactement? Yes, la recharge bidirectionnelle, en fait, c'est la capacité de recharger le véhicule à partir d'une prise de courant, mais aussi de réinjecter de l'énergie qui est présente dans la batterie, soit dans une maison ou en tout cas d'alimenter une prise de courant. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important et surtout que ce gros pick-up, finalement, il est beaucoup utilisé par des professionnels qui peuvent avoir besoin d'alimenter de l'outillage. Et donc là, finalement, ça vient remplacer un groupe électrogène
pour alimenter cet outillage à partir de la batterie. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et je trouve que c'est une fonctionnalité des véhicules électriques qu'on a vraiment besoin de développer parce que derrière, ça a des vrais usages, ça répond à des besoins et ça vient utiliser aussi la batterie du véhicule électrique dans toutes ses possibilités, pas uniquement pour se déplacer, mais aussi comme élément de stockage. Donc effectivement, ce que Ford annonce, c'est un courant d'une puissance de 9,6 kilowatts, donc qui sort de la prise. Et derrière, ils ont fait un peu des calculs et des projections. Et avec la batterie donc de 131 kWh, ils estiment qu'on peut alimenter une maison sans aucune restriction et juste à partir du véhicule pendant 3 jours. Si on a des panneaux solaires, ça peut même monter avec quelques restrictions en se restreignant un petit peu jusqu'à 10 jours. Donc c'est énorme en fait. Et en cas de catastrophe naturelle, on peut très bien imaginer la valeur que peut avoir un tel système. Et notamment si la batterie est pleine, ça encore faut-il que ce soit le cas. Mais voilà, je trouve que c'est une utilisation intelligente de ces grosses batteries parce que mine de rien, c'est quand même des batteries très grosses, plus grosses que celles des Tesla. Donc autant que si déjà on produit ces batteries-là, on les utilise vraiment à fond. Voilà, donc là, pour que ça fonctionne, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a deux éléments qui doivent être intégrés. La première, c'est que la maison, si on veut réinjecter dans la maison, elle doit être équipée d'une borne 80 ampères qui s'appelle la Ford Charge Station Pro. Donc elle est fournie de série et il faut un système complémentaire qui s'appelle Home Integration qui vient en fait rendre la possibilité de restitution de l'énergie dans la maison. Donc voilà, ça c'est un super système et on peut se dire que finalement les autres constructeurs devraient emboîter le pas sur ce type de produit. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet en ce moment sur le V2X, entre guillemets, parce que là, on est sur une technologie qu'on appelle véhicule to home, parce qu'en fait, le pick-up de Ford, il va pouvoir alimenter la maison, mais il ne pourra pas alimenter le réseau. Ça, c'est l'étape d'après, c'est ce qu'on appelle le vehicle to grid, où vous allez pouvoir avoir des voitures électriques qui, au-delà de décharger la batterie pour alimenter des appareils auxiliaires ou une maison, pourront aussi réinjecter la batterie de l'énergie dans le réseau. Donc ça, pour l'équilibrage des réseaux, il y a des recherches en cours. Et alors, il n'y a pas encore de véhicules compatibles V2Grid. Ah si, tous ceux qui sont en CHAdeMO, donc parce que le connecteur rapide CHAdeMO, comme la Nissan Leaf ou le INV 200, eux sont compatibles. Malheureusement, en CHAdeMO, ça disparaît aujourd'hui progressivement en Europe. Ça va être donc c'est le combo qui devrait aussi avoir des possibilités de véhicules to grid bientôt. CHAdeMO, c'était pour préciser, c'est et ça, on en parlera peut-être un peu au passé mais bientôt. C'est le standard japonais à l'origine. C'est le standard japonais. C'était le premier standard de charge rapide au monde qui après a été supplanté en Europe parce qu'au Japon il existe toujours par le protocole combo. Donc effectivement, ces technologies de charge bidirectionnelle, elles vont se développer. On les voit de plus en plus. En Europe, on a déjà la Kia EV6 et le Hyundai Ioniq 5 qui proposent la solution. Alors, c'est encore une autre technologie, c'est véhicule to load où on peut alimenter. Alors je crois que c'est 2 kilowatts et quelques ou 3 kilowatts un petit appareil électrique. Mais effectivement, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Mais je pense que la technologie la plus intéressante, c'est le véhicule to grid, mais il faut encore normaliser. Il faut certifier. Et en France, alors, il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps, RTE, qui s'occupe des réseaux de transport électrique, a validé la technologie Vehicle to Grid avec une start-up qui s'appelle Drive, qui est une filiale de EDF et de Newve. Newve, qui est une société californienne, pour expérimenter justement la technologie du Vehicle to Grid, donc de réinjecter l'énergie de la batterie vers le réseau. Donc, pour qu'on comprenne bien, ce Ford F-150 électrique a un dispositif qui va permettre d'alimenter une maison, par exemple, ou d'alimenter, de se transformer en sorte de groupe électrogène, mais ce n'est pas du vehicle to grid. C'est un protocole différent. Est-ce qu'on peut dire que c'est un protocole propriétaire de Ford ? J'ai l'impression que c'est le cas. Je veux pas dire de bêtises, mais j'ai creusé en tout cas un tout petit peu. Et de ce que j'en ai vu, ça passe par un connecteur, l'équivalent du connecteur type 1 qu'on peut connaître ici,
Et donc, c'est pas via du CHAdeMO où il y a un protocole qui est normé, et c'est pas via du Combo, qui d'ailleurs, je sais pas trop où ils en sont sur la partie restitution de l'énergie, mais j'ai bien l'impression que c'est quelque chose de maison qu'ils ont mis en place. C'est bien, mais en fait, l'idéal, c'est d'avoir des choses qui soient normées, aussi bien pour la charge en courant continu, donc le DC, que la charge en courant alternatif, l'AC. Ouais, bien sûr, parce que là, ça paraît très, très intéressant ce que fait Ford. C'est une avancée, mais après, on peut toujours se poser la question de dire, est-ce qu'il n'est pas à craindre que chacun développe son propre standard à nouveau et que dans toute l'histoire de l'industrie, on se retrouve avec, à un moment, plusieurs standards différents, pas interopérables et pas ou peu compatibles entre eux, jusqu'à ce qu'un jour, le législateur siffle la fin de la récré et qu'on trouve un standard unique et pendant ce temps, on a perdu beaucoup de temps. Donc espérons qu'on ne se dirige pas vers ce scénario. Et je note donc que le vehicle to grid qui paraît l'option la plus universelle et peut-être la plus intéressante, en tout cas dans certains usages, n'est pas encore totalement validée, mais qu'elle est en cours d'homologation en fait. Oui, il y a encore des expérimentations qui sont menées, et après historiquement, je pense que la France n'est pas non plus un pays à la pointe là-dessus. Par contre, en Angleterre, ça fait déjà quelques années qu'il y a ce type d'expérimentation en cours. Je me rappelle de Nissan, qui nous avait invités à l'époque, Automobile Propre, à voir un peu toutes les innovations qu'ils avaient pu mettre en place. Et justement, ils expliquaient que au Royaume-Uni, ils étaient vraiment en pointe sur ce sujet-là parce que il y avait une réglementation qui était favorable, chose qu'on retrouvait pas en France. En tout cas, c'est le message que j'avais imprimé ce jour-là. Et je pense qu'on a tout à gagner aujourd'hui. On voit que les ventes de véhicules électriques décollent, donc ça veut dire qu'on a des batteries sur roues un petit peu partout. Et je pense que maintenant, c'est le moment où on doit avancer vers le véhicule to grid pour justement utiliser ces batteries à bon escient, lisser les pics d'énergie ou en tout cas les pics de demande, et stocker quand il y a du surplus de production. Le jour où on arrive à faire ça, on a vraiment gagné le pari du déploiement du véhicule électrique. Aujourd'hui, les mettre sur les routes, c'est une chose, mais demain, les intégrer dans le réseau, ce sera encore totalement autre chose et un vrai progrès. C'est vrai que c'est une vision intéressante, Johan. Et d'ailleurs, effectivement, c'est aussi une façon de dire que c'est un peu de l'électricité anytime, anywhere, c'est-à-dire elle n'est plus fixe, mais c'est de l'électricité mobile puisque par définition la voiture se déplace, et c'est aussi de l'électricité dont on peut disposer quand on veut parce que finalement, effectivement, on la stocke. Donc on la stocke, mais on la stocke là où on veut et au moment où on veut. Donc c'est vraiment effectivement une façon d'homogénéiser les flux de consommation et puis de lisser et de mieux répartir la charge en fait. Donc c'est vraiment ça paraît en tout cas comme ça particulièrement vertueux. Alors justement, deuxième sujet à propos de vertu, je sais pas si on peut parler de vertu, on va parler d'hybride rechargeable plus exactement. Donc, voilà, l'hybride rechargeable pourrait bientôt perdre son principal avantage. C'est une question de test d'émission des véhicules hybrides, de normes WLTP. Tout ça paraît un petit peu, pas compliqué, mais en tout cas abscon pour les non-initiés. Et donc on va dérouler un peu le fil de cette information. En fait, l'hybride rechargeable il pourrait ne pas être aussi vertueux que ça en termes de consommation d'énergie. Et encore une fois, on parle de réglementation. La réglementation à ce sujet pourrait changer, Mika. Effectivement, alors la consommation des hybrides rechargeables, c'est un sujet qui fait très régulièrement débat. Dans la mesure où ce sont des véhicules qui, par rapport aux normes annoncées, peuvent être capables du meilleur comme du pire. Je m'explique dans le sens où, en fait, les calculs de consommation aujourd'hui affichés par les constructeurs sont basés sur un cycle, donc le cycle WLTP, qui tient compte d'une forte part d'utilisation du mode électrique. Donc, de par la forte part d'utilisation du mode électrique, vous avez une consommation qui va descendre à souvent moins de 2 litres au 100 km. Donc, les constructeurs se sont naturellement engouffrés dans la brèche parce que qui dit basse consommation dit bas niveau d'émission. Forcément, pour eux, ça les intéresse parce que ça rentre dans des quotas CO2 qui sont très faibles. Et je te coupe, Mika, mais on va donner un exemple. Je suis toujours sidéré de voir que, par exemple, je sais pas, une très grosse voiture, une Porsche Panamera Turbo SE hybride de plus de 600 chevaux,
est annoncé pour consommer aux alentours de 3,5 litres au 100, quoi. Ça paraît complètement En fait, hallucinant. l'Europe a laissé avec cette norme WLTP une brèche et tous les constructeurs se sont engouffrés dedans. Donc aujourd'hui, il y a une avalanche de modèles hybrides rechargeables, essentiellement, notamment sur les segments les plus premium, avec des choses qui sont surpuissantes. Et finalement, tout va bien. Et on voit que on peut citer l'exemple de ta Porsche, qui finalement est classée plus vertueuse qu'une petite Yaris hybride, par exemple. Donc, on voit un petit peu le ridicule de la situation. Alors, ça veut pas dire que les hybrides rechargeables sont mauvais. Ça veut dire juste pour qu'ils soient pertinents, il faut les recharger souvent. Mais le cycle aujourd'hui d'homologation fausse un petit peu la donne. Et ce que veut faire l'Europe, c'est un petit peu justement prendre en compte euh, de façon plus juste cette autonomie électrique et le fait qu'une fois qu'on a passé cette autonomie électrique, la consommation elle est pas fantastique. On a fait plusieurs essais de consommation sur la longue distance et on s'aperçoit que finalement, quand on fait des longs trajets avec un hybride rechargeable, une fois que la consommation électrique est passée, une fois qu'on a vidé l'autonomie de la batterie, la consommation elle va sur 8 litres, 9 litres, 10 litres. Donc c'est pas du tout ce qui est annoncé par le constructeur. Donc l'Europe, elle va revoir un petit peu ce qu'elle aurait dû faire dès le départ, soit dit en passant. Elle va revoir son cycle d'homologation. Elle veut notamment revoir ce qu'ils appellent le facteur d'utilité, qui est un facteur de pondération qui se base sur la part de l'autonomie électrique. Donc qui va être recalculé et justement on devrait arriver à des chiffres d'émissions et de consommation qui seront sans doute un peu plus juste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les constructeurs ont quand même un petit peu le temps, parce qu'on parle pas, la révision ne devrait pas intervenir avant 2025, ce qui veut dire que ça laisse encore un petit peu de temps. Par contre, si c'est en place, ça va complètement changer la donne et il est pas impossible qu'on voit disparaître progressivement les hybrides rechargeables qui n'auront plus forcément d'intérêt en matière d'émissions de CO2 pour les constructeurs, et du coup, ils iront se rabattre sur l'électrique. Ouais, c'est un vrai débat. Il y a plein de choses à dire sur l'hybride rechargeable. Alors certains détracteurs vont dire que c'est le pire des deux mondes, c'est-à-dire que c'est le pire de l'électrique parce qu'il y a de la batterie, il y a du surpoids, et puis c'est le pire du thermique parce que ce sont des voitures qui consomment, une fois qu'elles sont en mode thermique, qui consomment plus parce que justement elles ont un surpoids. Il y a une étude qui était sortie, je crois fin 2020, qui disait que en fait, les hybrides rechargeables rejetteraient 28% de plus de CO2 que ce qu'affichent les constructeurs. Et en fait, il s'était aussi avéré que une grosse partie des utilisateurs d'hybrides rechargeables, qui sont souvent des entreprises qui bénéficient de cet effet d'aubaine de ne pas avoir de taxes sur les véhicules sociétés à payer, finalement équipent leur cadre avec des voitures hybrides rechargeables parce que ça coûte moins cher. Mais les 10 cadres, la plupart du temps, s'en foutent un peu et ne rechargent pas. Ou alors ils n'ont pas la possibilité, tout simplement, parce que la plupart habitent en milieu urbain et qui n'ont tout simplement pas la possibilité de recharger leur voiture hybride. Et du coup, ça crée finalement un effet de bord qui est pas vraiment celui qui est souhaité, puisque les voitures ne sont pas rechargées, donc elles roulent la plupart du temps au carburant fossile, elles consomment plus, elles polluent plus. Donc effectivement, vu sous cet angle, c'est pas très vertueux. Après, il y a l'angle inverse, c'est la personne qui a la possibilité de recharger chez elle et qui tous les soirs va recharger son véhicule hybride rechargeable et va faire ses trajets quotidiens pour aller se rendre à son travail sans jamais de consommer une goutte d'essence. Donc là, c'est vraiment la partie vertueuse et avec le pendant de cela, c'est-à-dire que eh bien sans l'angoisse de la panne de courant et pouvoir partir en week-end. Et quand on part en week-end, on fait un petit peu une partie en hybride et puis après, on passe à l'essence. Donc effectivement, ça soulève beaucoup de questions et la réglementation est en train de se pencher un petit peu sur le sujet pour peut-être corriger un petit peu les effets de bord qu'on a connus jusqu'à présent. Johan, tu as un point de vue sur ce sujet? Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on prenne ce sujet à bras-le-corps, parce que je vois autour de moi pas mal de monde qui finalement sont pas des spécialistes de l'automobile, mais qui ont besoin de changer de voiture. Et j'ai l'impression que ces consommations très très basses qui sont affichées entraînent pas mal de confusion chez les gens. Et je pense qu'il y a un besoin d'éducation aussi sur finalement qu'est-ce que c'est un hybride rechargeable, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit vraiment vertueux. D'éducation autour du besoin de recharge, tu l'as dit. Donc moi je pense que c'est une bonne chose que l'Europe s'interroge sur cette norme, sur la manière aussi de la présenter. Je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire sur une espèce d'étiquette énergie autour de la voiture, en disant si vous la rechargez c'est ça, mais si vous la rechargez pas ça donne ça, pour vraiment donner toutes les clés à un consommateur lambda qui doit changer de voiture,
pour vraiment comprendre exactement le cadre d'utilisation de la voiture et la consommation qui va être entraînée derrière. Donc, comme souvent dans les sujets qui nous concernent, et dont on parle, il y a, une partie, un enjeu d'éducation et d'acculturation en fait, sur cela, sur le comportement aussi à la borne. Moi, je constate souvent, notamment dans mon parking, encore une fois, j'en parle souvent, mais c'est un cas qui est assez intéressant. Les rares places équipées de bornes électriques sont souvent squattées par des gros SUV hybrides, qui n'ont pas peut-être encore cette culture qu'on a nous, les gens qui roulent 100% électrique, de charger leur voiture au maximum, enfin comme ils peuvent, et puis de l'enlever après. Et donc, on a régulièrement des conflits avec des gens qui laissent des SUV hybrides qui ont 50 kilomètres d'autonomie ou à peine pendant 24-48 heures occuper les bornes. Donc, ce qui n'arrive quand même pratiquement plus jamais avec des voitures 100% électriques. Justement, on continue évidemment sur la voiture électrique, je ne vais pas vous surprendre, et on va parler de Tesla. Alors ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé, on évoque Tesla de temps en temps, mais là c'est un sujet quand même qui est brûlant et qui pose question, qui pose problème. C'est les problèmes d'autopilot ou du système de conduite autonome des Tesla, aussi appelé FSD, Full Self Driving en anglais, c'est-à-dire la version d'autopilot la plus complète, qui donc parfois pose des problèmes de fiabilité. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est ce qu'on appelle le phantom braking ou le freinage fantôme, et ça revient régulièrement sur le devant de l'actualité, comme cette semaine aux US, où il s'est encore passé des choses, Johan. Ouais, vous l'avez peut-être suivi en fait. Le Tesla a publié de très bons résultats pour 2021, donc des résultats annuels très très bons, et le cours de bourse était vraiment en bonne en bonne progression, et tout ça a été stoppé en fait parce que la NHTSA, donc c'est l'autorité en charge de la sécurité routière aux États-Unis, a relevé une hausse en fait du nombre de freinages fantômes. Donc c'était quelque chose qui existait déjà, donc ces freinages intempestifs et non prévus de la voiture quand elle est en mode autopilote. Sauf que les dernières mises à jour étaient censées régler ce problème-là, et on voit qu'au final, c'est pas du tout le cas. Donc cette autorité, en fait, elle a décidé, elle, d'ouvrir une enquête pour vérifier si finalement il y avait des dangers associés à ces freinages-là. Et elle menace de prendre des mesures si jamais tout ça persiste. Donc ça met une forte pression sur Tesla, et on sait que l'autopilote est quand même un des éléments phares de la proposition de valeur des véhicules Tesla, au-delà de l'électrique, etc. Mais c'est un élément important. Et donc, ça met la pression sur Tesla, à tel point que notre cher ami Elon Musk a réagi sur Twitter en se payant un journaliste d'Associated Press qui en fait répondait. Alors il y a quelqu'un qui a répondu en disant que le journaliste était un imbécile, et puis Elon Musk, lui, il a répondu en plus c'est pas un lobbyiste, c'est un lobbyiste, c'est pas un journaliste. Donc Trump aurait pas fait mieux. Donc voilà, ça donne un petit peu l'ambiance autour de ce sujet-là, et finalement la pression sur les ingénieurs de régler ce problème-là rapidement. C'est un problème de freinage fantôme qu'on avait déjà nous-mêmes aussi dans les essais sur Automobile Propre constaté à plusieurs reprises. On peut peut-être dire ce qui se passe exactement. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi un freinage fantôme? Comment ça se produit? Quand et qu'est-ce qui se produit exactement? Tu compléteras après, mais moi, ce que m'avait raconté le journaliste qui avait fait l'essai, c'est qu'effectivement, la voiture, vous roulez sur une voie rapide, sur une autoroute, et elle pense détecter un obstacle, et puis finalement, elle freine alors qu'il n'y a rien du tout. Donc, d'où le terme freinage fantôme. Donc, le système de détection est dupé par quelque chose, et finalement, c'est pas une très bonne expérience. Quand on regarde les forums de ceux qui ont vécu ça, généralement c'est un peu traumatisant, et ils ont généralement du mal à remettre en place les aides à la conduite suite à ça. Sachant que c'est un problème qui arrive avec ce qu'on appelle les nouveaux hardware. Typiquement, moi sur ma Model S qui commence à dater de 5-6 ans, j'ai la première version
du hardware autopilote, donc caméra et aussi le radar. Et en fait, j'ai jamais eu ce type de freinage fantôme. Donc c'est quelque chose qui a été introduit par les matériels nouvelle génération, notamment sur la Model 3. Pour parler de mon expérience personnelle avec une Model 3, j'ai constaté cela, alors effectivement, suite à l'installation du nouveau hardware, puisque Tesla nous a généreusement gratifié de l'installation d'un nouveau processeur qui avait été promis par Elon Musk pour les générations de Tesla Model 3 d'avant 2020 ou 2021. Et du coup, j'ai constaté effectivement quelques freinages fantômes. Mais dans mon souvenir, je n'ai pas de date exacte ni de contexte exact, mais dans mon souvenir, ça s'était déjà produit avant. Et j'avais constaté ça plutôt suite à une mise à jour logicielle. C'est-à-dire que ma voiture est de 2019. Dans la première année, en gros, où je l'ai eu, j'avais pas constaté ça. Et j'ai constaté ça à l'occasion d'une mise à jour plutôt en 2020. Où la voiture effectivement m'a fait de temps en temps, c'est pas très très courant, mais ça arrive et du coup ça met pas du tout en confiance, des freinages fantômes. Alors c'est soit un ralentissement fantôme, c'est-à-dire que la voiture ralentit ou refuse d'accélérer alors qu'on aimerait bien qu'elle accélère, par exemple sur une voie rapide quand on est en train de dépasser. Voilà, et de toute façon, il faut savoir que si on reprend la main, c'est-à-dire enfin on reprend le pied plus exactement, si on remet le pied sur l'accélérateur, toutes les comportements inattendus de la voiture s'annulent immédiatement et c'est nous qui reprenons la main. Donc il suffit de remettre un coup d'accélérateur et on n'est pas bloqué. Et c'est très surprenant. Et il m'est arrivé à une ou deux reprises, notamment je crois une fois sur l'autoroute entre Lyon et Paris, sur une section assez déserte, comme l'est souvent l'autoroute A6. La voiture, voilà, j'étais pour le coup à 120, 130, et la voiture a réellement freiné, je crois, à l'approche d'un camion. Et ça fait très 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 bizarre. Et à ce moment-là, ça a surpris mes passagers et j'ai évidemment tout de suite accéléré, regardé dans le rétro et essayé de reprendre le contrôle. Ça fait bizarre et ça va, il y avait personne derrière moi. Depuis, j'hésite un petit peu à l'utiliser et notamment, je surveille beaucoup mes rétroviseurs quand je suis en mode autopilot pour pouvoir, et puis le pied toujours sur la pédale d'accélérateur pour pouvoir reprendre la main. Et finalement, même hormis tous ces détails un petit peu techniques, ça pose un vrai problème de confiance. Quand on conduit, on a besoin d'être en confiance quand même, un minimum. Et moi, je suis arrivé au constat que l'enclenchement de l'autopilot créait plus de stress qu'il n'en supprimait, puisque c'est une fonctionnalité qui est censée non pas faire perdre de la vigilance, mais en tout cas détendre un petit peu le conducteur. Et dans mon cas, c'est exactement l'inverse qui se produit, parce qu'il y a quand même souvent des faux positifs, il y a des petites erreurs comme ça. Et j'avoue que je suis pas toujours en confiance, et j'avoue aussi que bien que j'ai cette option complète FSD, eh bien je l'utilise de moins en moins en fait. Je constate que je ne l'utilise pratiquement plus, ou vraiment dans des situations très particulières, une autoroute déserte, un petit peu de fatigue, et là je le mets par sécurité en me disant: «On sait jamais, si dans le pire des cas, je m'endormais, il se produirait normalement rien, puisque la voiture va d'abord me réveiller avec une sirène très stridente et très rapidement, et ensuite, au pire, elle va ralentir, etc., etc.» Enfin, j'en arrive jamais à ces extrémités, parce que dans ces cas-là, si on a sommeil, ben on s'arrête de toute façon. Mais au moins, c'est un peu sécurisant. Sinon, c'est quand même parfois un petit peu, c'est pas très rassurant. Et ça pose aussi effectivement question sur, d'une façon plus générale, la conduite autonome sur les voitures. Est-ce que ça sera au point un jour, et est-ce que les voitures seront capables un jour d'avoir le discernement que peut avoir un humain? Alors on sait que Tesla avance des statistiques disant que son autopilot a déjà évité beaucoup d'accidents et qu'il crée une situation qui est plus sécure que la conduite humaine. Mais on a là des exemples qui ne sont pas très rassurants, Mika. Effectivement, et tu l'as bien dit, hein, la problématique de perte de confiance, quand on hésite à mettre en place un tel système, si on n'a pas confiance. Et c'est vrai que ces systèmes d'aide à la conduite, ils sont là pour nous tranquilliser et pas là pour nous stresser. Très bien, on passe au sujet suivant, la voiture électrique d'occasion. Alors, les ventes ont doublé en 2021. Alors, on part de pas grand-chose, donc
Il faut pondérer cette information, mais c'est quand même évidemment une tendance et c'est probablement un marché en devenir. Mika, justement, tu as étudié un petit peu la question. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Effectivement, alors c'est encore marginal, hein, les ventes de voitures électriques d'occasion dans le marché de la seconde main. Mais encore une fois, on est sur un marché qui en neuf est très récent, donc c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Alors pour vous donner quelques chiffres, il faut savoir qu'en 2021, avec la problématique de crise des semi-conducteurs et de livraison de véhicules neufs, le marché de l'occasion s'est très bien comporté. Il y a eu 8% d'augmentation, donc près de 6 millions d'immatriculations en France. Et parmi ces 6 millions d'immatriculations, donc il y a eu 56 760 voitures électriques. Donc ça veut dire 0,95% du marché. Donc on est loin par rapport au marché du neuf où on faisait, je crois, plus de 10% de part de marché en électrique en fin d'année. Là, le marché de l'occasion, il reste encore marginal en électrique. Et si on regarde un petit peu donc dans les détails, on s'aperçoit finalement que ce sont des véhicules qui sont essentiellement jeunes qui sont vendus. Donc il y a plus de 90% des modèles écoulés en 2021 qui ont moins de 5 ans. Donc ça montre quand même que le marché est totalement différent de ce qu'on voit sur les autres motorisations, puisque à titre de comparaison, la part de véhicules d'occasion de plus de 5 ans atteint près de 70% pour le diesel et un peu plus de 50% pour l'essence. Donc forcément, ça va continuer à augmenter dans les années à venir, puisque au fur et à mesure que le parc va se développer, on devrait avoir de plus en plus de voitures d'occasion en électrique qui vont être distribuées en France. Et c'est une bonne chose parce qu'effectivement, le marché de la seconde main, il est quand même beaucoup plus gros que le marché du neuf. Alors ça pose des questions sur en fait, on est un peu dans l'inconnu là sur le marché de la voiture électrique d'occasion parce que déjà, auprès du grand public, la voiture électrique, d'une façon générale, demande à être un petit peu, demande un petit peu de connaissances, un petit peu d'éducation pour bien connaître, les tenants et aboutissants d'un tel investissement. Mais alors là, on est sur l'occasion, donc on est dans une double inconnue, en fait. C'est-à-dire que non seulement on connaît pas forcément comment ça fonctionne, mais en plus, on achète quelque chose dont on ne connaît pas forcément la longévité. Alors on est relativement, aujourd'hui au point et rassuré sur la fiabilité, mais tiens, Johan, toi qui possèdes une des premières voitures électriques de marché depuis longtemps, depuis au moins 10 ans, je crois, une bonne vieille Nissan Leaf, increvable apparemment. Est-ce qu'aujourd'hui, tu achèterais une Leaf d'occasion qu'il y a 10 ans? Tout dépend des besoins en fait. Si c'est une petite voiture pour des trajets très courts, je pense que ça peut valoir le coup. Et que justement, sur le marché de l'occasion, on peut trouver ces véhicules pas trop chers pour des toutes petites distances. Donc je dirais faut bien regarder les besoins. Après moi, mon commentaire sur la partie occasion, c'est surtout, quand on est vendeur, que ça peut être assez compliqué à gérer. Pour l'avoir vécu, puisque j'avais 2 Leaf, une que j'ai vendue et une que j'ai gardée. Celle que j'ai vendue finalement, le plus compliqué en tant que vendeur, ça a été d'expliquer la voiture électrique en général, aux acheteurs. Alors, pour le coup, j'ai cette chance de bien connaître le sujet, mais je me dis, quelqu'un qui est pas à l'aise avec le sujet, qui doit expliquer, à la personne qui veut acheter le véhicule, les subtilités de l'autonomie, les subtilités, de la recharge et cetera, ben, finalement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Je sais que moi, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone à expliquer ça aux gens. Et donc, si on n'est pas à l'aise avec le sujet, voilà, potentiellement, c'est une difficulté supplémentaire pour vendre la Quelles sont les voiture. questions qui revenaient le plus souvent? Est-ce que c'est l'usure des batteries, la fiabilité? Pour moi, c'était, alors de mémoire, ça fait déjà quelques années, hein, mais de mémoire, c'était vraiment la problématique de l'autonomie. Vous faites combien d'autonomie? Et donc là, il faut expliquer, en ville, à peu près ça, sur autoroute, à peu près ça. Surtout cette voiture, elle avait pas de pompe à chaleur, donc si vous mettez le chauffage, ça consomme encore un peu plus. Donc voilà, ça c'était le point principal. Et puis après, des questions sur la recharge, est-ce que vous avez une wallbox, et cetera. On y reviendra tout à l'heure dans la fameuse question de la semaine. Mais voilà, c'était le temps passé à expliquer. Et je me rappelle, ça m'avait un peu choqué sur le coup, c'est que j'ai même des gens qui étaient venus juste pour essayer une voiture électrique avant d'en acheter une neuve. Pour avoir le retour d'un propriétaire qui roule en véhicule électrique. Ça, j'avais moyennement apprécié parce que ça m'avait demandé du temps. Mais voilà, c'est pour vous dire que la vente d'un véhicule électrique d'occasion peut être assez
chronophage au moins, en tout cas. Mmh. Et peu de questions finalement sur le taux d'usure des batteries, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, enfin notamment les gens qui sont un petit peu réfractaires à la voiture électrique mettent, entre autres, cet argument en avant en disant: «Ouais, la voiture électrique, en 5 ans, il y a plus de batterie, c'est mort», ce qui est totalement faux évidemment. Et donc ça ne revenait pas trop dans les questions. Si, j'ai eu la question et par chance, j'allais dire, sur une Nissan Leaf, vous avez, les fameuses barres qui permettent de voir, en fait, la capacité restante de votre batterie. Donc vous avez 12 barres, par défaut quand vous achetez le véhicule et au fur et à mesure de la vie de la voiture, vous allez perdre des barres. Donc 1 barre, d'abord, ensuite 2 et parfois je crois jusqu'à 6. J'ai pu en voir 6, mais 6 ça fait beaucoup. Et donc avec ça, en fait, on peut donner à l'utilisateur une estimation de l'état de la batterie. Donc ça, c'est un point important et on l'a sur Tesla, on l'a pas sur Nissan, on l'a pas sur tous les autres véhicules et pour ça, on voit apparaître en fait des offres, notamment, celle d'une start-up française qui s'appelle Label Batterie, qui permet d'avoir un certificat, pour donner un état de la batterie, certifié par un tiers. Donc, je pense que ce genre de solutions vont aussi se développer sur le marché de l'occasion. Une sorte de contrôle technique de la batterie, officiel, certifié et cetera. Alors on sait aussi qu'il y a des applications qui permettent de faire ça, qui nécessitent, souvent d'installer un petit module Bluetooth sur la prise, diagnostic de la voiture, si tant est qu'il y en ait une. Sur Tesla, c'est possible aussi d'une certaine façon. L'avantage aussi avec Tesla, c'est qu'on peut se connecter directement en Bluetooth avec, les identifiants de l'application, de ses propres identifiants, ce qui peut poser des problèmes quand même pour certains de confidentialité et de sûreté des données. Mais à l'aide de ce type d'application, on peut récupérer énormément de données sur la vie réelle de la batterie. Et effectivement, il y a certainement un marché qui va se développer autour de ça, autour de la vente de voitures d'occasion. Et puis, ça nous amène à notre dernière rubrique, la question. Alors, à domicile, si tant est que vous soyez en habitat individuel et que vous ayez décidé de rouler ou que vous ayez le projet de rouler en voiture électrique, vous vous posez peut-être la question de savoir qu'est-ce que vous allez installer comme prise pour pouvoir recharger votre voiture. Alors, on entend parler beaucoup de prise domestique, prise renforcée, wallbox. Quelles sont les différences entre ces différents modes de distribution d'électricité sur sa voiture? Et puis, bien peut-être, est-ce qu'il y a un meilleur choix et quel est-il, Johan? Ah, c'est la bonne question, la question que tout le monde se pose, hein, quand on passe à l'électrique finalement, comment est-ce que je vais recharger, pour peu que j'ai de la possibilité de recharger à mon domicile? Je dirais qu'en fait, la réponse, elle dépend, de vos besoins et de votre budget. À minima, ce qui est certain, c'est qu'il faut recharger, à mon sens, hein, sur, une prise renforcée, avec une ligne dédiée à la recharge, donc qui part du tableau électrique jusqu'au lieu de recharge. Ça permet de recharger dans des conditions de sécurité qui sont les bonnes, et d'éviter la recharge sur prise domestique, classique parce que, au bout d'un certain moment, il y a un risque d'échauffement et que, on a tous envie de recharger, de manière sereine. Donc ça, c'est un point important. Côté sécurité, à minima, pour moi, c'est la prise renforcée et la ligne dédiée à la recharge. Une prise renforcée, hein, ça coûte pas très cher, j'ai pas les tarifs en tête, mais c'est vraiment, un prix qui est acceptable. Je pense que l'important, c'est de faire, aussi vérifier son installation par un électricien. Ensuite, entre prise renforcée et wallbox, c'est là où on peut se poser la question. La wallbox, elle va quand même avoir l'avantage de permettre de recharger de façon plus rapide. Elle peut gérer aussi, alors ça dépend des modèles, hein, mais les heures pleines et les heures creuses, sachant qu'on peut aussi les gérer parfois sur le véhicule. Et puis, pour certaines d'entre elles, certaines bornes permettent de gérer en fait, votre consommation électrique. Typiquement, c'est le choix que j'ai fait à mon domicile. Alors vous savez, Mister Eevee, c'est le sponsor de ce podcast, donc j'ai choisi, cette marque, donc qui fait partie du groupe aussi, même groupe qu'Automobile Propre. Mais du coup, la wallbox
permet en fait une connexion avec le tableau électrique, et quand mon logement consomme beaucoup, la borne va automatiquement ajuster la puissance de charge pour la réduire, pour que je reste dans le cadre de mon abonnement. En Donc en réduisant gros, ça joue sur l'ampérage en fait, c'est ça? exactement, ça joue sur l'ampérage, et ça permet que il y ait pas les plombs qui sautent quand on met la bouilloire en route dans la maison, et qu'il y a il y a les plaques électriques aussi. Alors, en fait, là, la box, elle va ajuster l'énergie délivrée à la voiture, et du coup, tout se passe bien. Donc ça, c'est un peu les principaux avantages de l'installation d'une wallbox. Donc il y a une meilleure sécurité, il y a une recharge plus rapide, il y a une gestion de l'énergie qui peut être là en fonction des modèles. Mais ça a une contrepartie, c'est que le coût il est plus élevé. Donc une wallbox, c'est à peu près de 800 à 1200 €. Installation comprise? Alors, faut compter la pause, et là, ça dépend un petit peu notamment de la distance avec le tableau électrique. Parfois, peut y avoir besoin d'ajuster la partie au niveau du tableau électrique. Voilà, donc ça, il faut faire venir un électricien pour avoir un diagnostic plus précis. Ceci dit, il y a quand même aujourd'hui des aides à l'installation, notamment un crédit d'impôt jusqu'à 300 € pour l'installation d'une borne de recharge. Et d'ailleurs, ces aides-là, vous pouvez les retrouver sur Automobile Propre. On a un dossier qui explique bien toutes les aides auxquelles vous pouvez avoir droit. Donc voilà, je dirais qu'il faut regarder en fonction de son usage. Si on n'a pas besoin de recharger à très forte puissance, enfin en tout cas à forte puissance, et qu'on fait des tout petits trajets, une prise renforcée peut faire l'affaire. Si vraiment on veut quelque chose de plus pointu, la wallbox sera la bonne option. Et la prise renforcée, alors, c'est par exemple, GreenUp, c'est ça? Ouais. Donc effectivement, c'est une prise, 230 volts, qui ressemble à une prise domestique qui est un peu plus grosse et qui coûte entre 50 et 80 €, hors installation. Et mais alors ça, j'ignorais que c'était réellement conseillé, et effectivement, on a, parfois des expériences un peu étranges d'arriver chez un ami, et de demander si on peut se charger pendant le dîner, et puis on branche la voiture et les plombs de la maison sautent. Et donc là, selon les modèles de voiture, on a la possibilité de baisser l'ampérage de recharge jusqu'à ce que ça passe. C'est pas forcément le cas de toutes les voitures. En tout cas, c'est intéressant. Donc, je pense, voilà, l'option, c'est soit de toute façon à minima prise renforcée, ou éventuellement wallbox. Mika, tu voulais ajouter quelque chose parce que toi-même tu roules en voiture électrique, mais je ne sais pas si tu es en habitat collectif ou individuel. Pour ma part, j'ai pas cette problématique pour la simple et bonne raison que je charge directement sur les bornes publiques, donc j'ai pas de garage pour charger chez moi. Après, si on voit un petit peu les tendances, il y avait Enedis qui avait fait une étude avec l'Institut BVA qui date déjà de 2020 sur les habitudes de recharge des utilisateurs de voitures électriques, qui sont quand même près de 60% à recourir simplement à une prise domestique qui semble convenir à peu près à tous les usages, et la part, elle monte même à 90% pour les propriétaires d'hybrides rechargeables. Après, je pense que la tendance va commencer à changer dans la mesure où on a des voitures qui ont de plus gros packs batterie. Donc, sur une prise domestique, ça prend un certain temps. Donc, à mon avis, la solution Wallbox va commencer à se développer de plus en plus. Moi, j'ai juste un petit point d'avertissement pour ceux qui veulent s'orienter vers cette solution-là, c'est qu'attention, selon la puissance que vous choisissez, alors sauf s'il y a des systèmes de régulation, comme disait Yoann, ça peut imposer de changer l'abonnement électrique, donc ça peut avoir un surcoût en plus. Et Enedis, ils sont pas fans non plus. Quand on leur parle avec eux à demi-mot, des trucs qui tirent 7 kilowatts, ça leur plaît pas plus que ça. Ouais, bah moi je rajouterais peut-être juste que un des avantages aussi de la wallbox, c'est quand il y a plusieurs véhicules dans le foyer. Ça permet, si on a des véhicules qui ont une batterie assez élevée, de faire une rotation entre la recharge des véhicules, et parfois de recharger en quelques heures seulement le véhicule de l'un ou de l'autre. Donc ouais, le fait d'avoir plusieurs véhicules électriques à domicile, je pense que ça, pour le coup, il faut pas trop hésiter. Il faut partir sur une wallbox, voire deux. Après, ça dépend des possibilités. Mais en tout cas, je pense qu'il faut pas partir sur de la prise domestique à ces niveaux-là, parce que du coup, on peut se retrouver coincé avec l'un des deux véhicules qui peut pas être rechargé suffisamment pour l'usage. D'accord. Et ça veut dire que si on a deux véhicules, on peut brancher les deux sur la wallbox parce qu'elle a deux prises, ou ça veut dire que on branche l'un des deux sur une prise domestique et l'autre sur la wallbox qui s'autorégule? Ben, pour moi, alors effectivement, ça, aujourd'hui, c'est ce que j'ai chez moi à domicile, hein. On a une wallbox avec la gestion de l'énergie.
et une prise renforcée à côté qui permet la recharge. On va certainement switcher sur 2 wallbox pour gagner un peu en vitesse de charge, mais à minima, installer une wallbox et ensuite pouvoir charger un jour sur 2 un véhicule, c'est une solution qui peut être intéressante. Et le fait de pouvoir recharger plus rapidement permet, si demain il y a un imprévu ou autre, de pouvoir quand même recharger une des 2 voitures, voire les 2 de façon plus rapide. Parfait, on a fait le tour. J'espère que ça sera utile à vous qui nous écoutez, qui vous posez ce type de questions pour un éventuel achat de voiture électrique. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, ça nous fait plaisir, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous aider évidemment à progresser en qualité et en audience. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, vos remarques, vos suggestions à l'adresse email podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast, mais il y aura probablement une petite surprise la semaine prochaine que nous vous préparons et vous en saurez plus assez rapidement. Voilà, à très bientôt, salut.